et messieurs, bonsoir. Elsa, bonsoir. Bonsoir, vous êtes de Nanette. retour parmi nous, vous nous avez fait fou bon hier. Oui, hier malheureusement je n'ai pas pu être ici, je n'ai pas pu non plus te souhaiter un très joyeux anniversaire. Merci J'en Elsa, profite c'est aujourd'hui. gentil maintenant. Tout le monde le sait. Ravie de vous retrouver aujourd'hui en direct donc du Biel pour la 4e soirée consécutive pour couvrir le salon du livre francophone. Les mots des autres, c'est un appel à découvrir l'autre, à franchir les murs qui séparent, les barrières linguistiques ou autres qui entravent le chemin. Les mots des autres, c'est une incitation à la tolérance et à toutes sortes de rencontres. Effectivement, dans une région poudrière, la tolérance reste l'unique parade contre les conflits potentiels à l'heure où l'art et la culture en sont des vecteurs essentiels, d'où cette 20e édition du Salon francophone du Liban et son panel très riche en propositions et idées d'échange. Justement. Alors, aujourd'hui, la première dame de France a honoré ce salon de sa présence. On s'est débattu, Elsa plutôt s'est débattue pour lui arracher quelques mots qu'on va vous présenter tout de suite. Donc comme on vient de le voir, Valérie Trierweiler est arrivée il y a quelques instants au Salon du Livre de Beyrouth, accompagnée de l'ambassadeur de France, M. Patrice Paoli. Le directeur de l'Institut français. Justement, M. Le Breton. Ouais. M. Thierry Quinqueton, également commissaire du Salon. Il n'aime pas ce nom, Elsa, et préfère à la tête du bureau du livre. Et donc, comme on le voit, elle est Madame entourée... Trierweiler, bonsoir. Parce que nous, on a une émission live dans quelques instants. Nous sommes le partenaire exclusif du salon, s'il vous plaît. Une petite question, en tant que journaliste, on est contente que vous soyez là parce que vous êtes compagne du président de la République et également journaliste littéraire. Qu'est-ce que vous pensez du cru 2013 du Salon du livre francophone? Là, je ne suis pas du tout préparée à cette question parce que je ne suis pas là en tant que journaliste sur ce voyage. J'ai été invitée par l'ambassade de France, non pas comme journaliste, mais comme compagne du président de la République, donc pour représenter la France. Donc, je ne suis pas là pour donner mes goûts littéraires ce soir. C'est pas votre première visite au Liban, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas la première visite, mais c'est la deuxième. Donc voilà, mais je suis ravie d'y revenir et en tout cas de venir au Salon du livre francophone parce que là, c'est la première fois. Merci beaucoup. Bon, on y va. Depuis la rue des écoles, on a grandi. Et voilà quand je vous disais qu'on faisait des rencontres en tout genre dans les couloirs du salon. Avant de lancer la question d'aujourd'hui, la fameuse question du quiz avec laquelle on entame l'émission, je vous donne la réponse de celle d'hier qui est apparue sur la page Facebook Salon du livre francophone de Beyrouth. Celle d'avant-hier, Elsa, est-ce que je peux apporter cette précision? Hier, il n'y en a pas eu, n'est-ce Oui, pas? mais ça a apparu sur le Facebook. Donc la question était de quelle nationalité est Sorge Chalandon? Il est français d'origine tunisienne. On a eu pas mal de bonnes réponses. N'oubliez pas d'entrer tous les soirs sur le site Salon, sur la page Facebook Salon du livre francophone de Beyrouth pour répondre à toutes ces questions et vous aurez la chance de remporter le 10 novembre le tirage au sort avec plein de lots. Quant à la question d'aujourd'hui, c'est donc la suivante. C'est donc la suivante. Combien de pays font-ils partie de la francophonie? Combien de pays font-ils partie de la francophonie? Rendez-vous sur la page Facebook. Quant à notre seconde rubrique, ne ratez pas, on va vous donner un avant-goût de quelques activités qui se déroulent entre ce soir et demain dans la matinée. Ne ratez pas la signature de Laurent Constantini, Beyrouth. Et la signature de Youmna Medlej, Les familles de Beyrouth. Demain, un atelier d'écriture animé par l'association Kitabat. Exactement, il y a également une conférence ce soir à 19 h, la face cachée des révolutions arabes avec Richard Labévière. Et puis une signature du dernier roman de Douglas Kennedy, 5 jours, que j'ai lu en un jour. Et toi, Nanette, en combien de temps tu l'as lu, 5 jours? Super rapidement. Je ne me souviens plus, mais je sais que je n'ai pas pu lâcher le livre. Et demain également, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a un atelier d'écriture animé par l'association Kitabat, comme tu l'as dit, et des séances de contes au stand Assabil à 16 h pour tous les enfants qui aimeraient également en connaître un peu plus sur la culture française.
francophones. Cette association dont nous parlerons dans notre émission de samedi, qui organise des clubs de lecture en l'occurrence. Justement. À présent, je vous laisse avec Nanette et ses premiers invités. Un ami m'a donné rendez-vous. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Mon ami me sautera au cou. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Un ami m'a donné rendez-vous. Kamal Mzaoua, Armand Arnal, bonsoir. Alors avec vous deux, on va forcément parler de cuisine. Kamal Mzaoua, je commence par vous parce qu'on n'a plus vraiment besoin de vous introduire. Du marché bio à la cuisine à l'international, le chemin a été long et riche. Et vous, Armand Arnal, vous signez vendredi donc ce livre qui s'appelle Brut de Camargue, cuisine sous influence locale. Donc on y va. Je commence donc par Armand Arnal. Vous êtes chef de la Chassagnette à Arles, une étoile Michelin, en osmose avec la nature et ses produits, comme Kamal en l'occurrence. Vendredi, donc, vous signerez le livre. Et on dit de vous que vous êtes très attaché à cette région, justement. Oui, ça fait maintenant 8 ans que je suis en Camargue. Je suis originaire de Montpellier, donc pas très loin. Et c'est vrai que cette région m'a pris par ses lumières déjà, par son environnement, son parc naturel, par les produits qui sont des produits sauvages au départ, comme l'écrevisse ou comme le cendre, ou l'anguille par exemple, et par tout le travail des différents producteurs qui sont sur place. Alors vous avez un parcours tous deux très similaire. Qu'est-ce qui vous a réunis ? Comment vous vous êtes rencontrés, comment? Qu'est-ce que vous allez faire ensemble sur ce salon? Je sais que vous avez cuisiné, forcément, ensemble, à Taulette. Attention, pas ensemble. Pas- Hein. bon. C'est Armand seul qui cuisine avec l'équipe et À je peu n'ai pas eu l'honneur de cuisiner avec Armand. On Ça a va commencé venir. à cuisiner un peu ensemble à Marseille, un petit peu. Absolument. Voilà, j'étais pas très loin. À faire des manaïches. Donc j'ai rencontré, avec tous les événements qui se sont passés cette année dans Marseille, capitale culturelle de l'Europe, il y a eu plusieurs événements auxquels Soukotaïb a participé, dont un grand festin à Istres pour 600 personnes, un événement à Marseille où j'ai fait moi-même des manaïches et donc où Armand a mis la main à la pâte, comme on peut très bien le dire. Et j'ai été toujours très impressionné par la chassagnette et toujours très impressionné en fait par les chefs ou n'importe qui a un peu une connotation autre de ce qu'on fait. Un écrivain, une présentatrice, un chef de cuisine. Donc un chef de cuisine ne fait pas que préparer à manger. Il y a un message, il y a une vision, il y a un rêve derrière tout cela. Et Armand, avec son projet de chassagnette, son potager bio, la culture locale, la culture, je ne veux pas dire l'agriculture, mais toute la culture locale de la Camargue et de ce coin un peu étonnant de la France et du monde, donc est un parcours qui m'a beaucoup impressionné. Et j'ai voulu que Armand illustre la France dans un côté qu'on ne connaît pas très bien, la cuisine. Et la cuisine de cette région spécifique de la Camargue. Donc Armand est demain à Taoulé, il prépare un déjeuner autour du thème de la Camargue. Un brut de Camargue à Taoulé, donc on est très honoré de le recevoir à Taoulé, très content, ça va être un déjeuner superbe, j'espère. Et vendredi, on sera au Salon du Livre autour d'un débat, enfin une rencontre. Voilà, avec donc c'est les délices de la littérature culinaire avec André Marlou, Farouk Mardambé, Armand Arnal et Kamal Mzaoua, avec une magnifique modératrice qui est Noha Baz. Donc on va parler de littérature et Quand de la cuisine rejoint la littérature. Alors justement, puisque la littérature, en l'occurrence, rejoint la cuisine pour votre livre, c'est un livre de recettes avec un supplément d'âme, comme j'aime bien le dire. Vous racontez toujours quelque chose qui concerne le produit que vous avez travaillé, que vous parlez à la première personne et des gens que vous avez croisés sur votre route. Oui, l'idée, moi je suis devenu cuisinier parce que les souvenirs d'enfance, mes grands-parents vendaient des légumes sur les marchés. Donc la culture de la table, chez moi, est un plaisir avant tout humain et un échange humain avec les gens. Et donc quand j'ai rencontré Kamal à Marseille, il m'a parlé de cette culture-là, qui est vraiment la culture au Liban, qui est être autour de la table, de passer des heures autour de la table en mangeant. Et ça m'a plu, je suis jamais venu dans ce pays, c'est la première fois, je suis très heureux d'être là, parce que ça me parle, c'est quelque chose qui me ressemble. Et donc
en discutant ensemble, on s'est dit qu'un événement chez lui pouvait être quelque chose d'assez incroyable puisqu'on a la même vision de ce qu'est le plaisir de la table. Est-ce que plus le palais est fin, plus le verbe est élaboré? Pourquoi ça vous fait rire, ma question? On va pas dire non, on en a... Non, mais on va pas dire non, mais je pense qu'il y a quand même du cœur avant tout ça. Ouais. Et il y a quand même de l'échange et il y a de l'émotion. Et je crois que l'émotion fait, en tout cas, transcrire les choses et créer la communication entre les gens. Et il y a beaucoup d'émotions. J'ai commencé à préparer aujourd'hui le repas de demain. Et même si on n'a pas la même langue avec les gens qui travaillent là-bas, chez Kamal, on a eu quand même une connexion à travers la cuisine, à travers un savoir-faire au niveau de la main, à travers une cuisson, à travers un assaisonnement. Donc il y a quand même aussi ça qui compte et qui est très important dans la cuisine, cette transmission qui vient du cœur. Alors vous dites que vous êtes très inspiré par votre lieu de résidence, que vous cuisinez toutefois de la même manière. Comment vous faites? Là aujourd'hui on avait la chance d'avoir des produits d'ici, donc il y aura forcément dans les saveurs une intonation libanaise dans ce qu'on a mis, puisque les produits sont d'ici. Et donc c'est vraiment tout ce mélange-là. Je veux dire, je cuisine avec les produits de Camargue, donc j'essaye de retranscrire l'histoire de ce que je ressens à travers la Camargue. Mais aujourd'hui, je suis ici, donc il y aura une deuxième lecture de la cuisine que je fais. Alors, vous ne fournissez pas forcément les précisions qui vont avec une recette classique. La cuisine est un art qui permet à tout un chacun, youpi, de s'exprimer librement, d'adapter ses envies, ses goûts. En fait, vous invitez à la créativité, en d'autres termes. Oui, j'invite au laisser-aller, quoi, lâcher prise. Je veux dire, on a été trop rabâché à la télévision aujourd'hui, dans les médias, avec le plat qui doit ressembler comme ça, le grammage respecté. Et donc finalement, on se retrouve avec des gens qui ont une envie de cuisiner et qui sont enfermés dans une recette, dans un visuel, avant d'avoir la chose qui est essentielle à la cuisine, c'est le gustatif, quoi. Ils sont terrorisés. Ah oui, ils sont terrorisés. Oui, ils sont terrorisés. Oh là là, j'ai pas ce produit-là, comment je vais faire? Et donc là, c'est un récit. Hein, mon livre, c'est un récit. C'est totalement un récit, c'est pas du tout un livre de recettes. Laissez-vous aller. S'il n'y a pas de courgettes, il y a des aubergines. S'il n'y a pas d'aubergines, il y a des poivrons. C'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est le tour de main. C'est la façon dont on va mariner un légume avant de le cuire. C'est la façon dont on va essayer de le toucher, de le sentir, de le manger plus cru. Hein, voilà. Armand Arnal, Kamal Mzaoua, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Et là, on passe à la rubrique Pourquoi j'écris. C'est la vie qui nous fait un peu de peine. On se dit quelquefois c'est plus la peine. Le réconfort, c'est le feu au fond du cœur. Jérôme Ferrari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici au Liban depuis tout juste quelques minutes, c'est ça? Quelques heures? Quelques heures, oui. Vous habitez Abu Dhabi. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis professeur au lycée français de d'Abu philosophie. Dhabi. Oui. D'accord. Il faudrait insister également que vous êtes le célèbre lauréat du prix Goncourt l'année dernière en 2012 pour votre ouvrage Sermon sur la chute de Rome. D'abord, qu'est-ce que ça fait de remporter un prix aussi prestigieux que le Goncourt? Oh, c'était d'abord il y a eu une longue attente entre le moment où est publiée la première liste et puis l'annonce des résultats. Puis la shortlist et puis toutes les étapes. Les listes de plus en plus courtes jusqu'à la dernière. Donc ça crée une tension qui fait qu'à l'annonce des résultats, je pense que ça restera une des grandes joies de ma vie, c'est certain. Donc vous avez ressenti, vous, l'année dernière, ce qu'a ressenti hier Pierre Lemaître, voilà, n'est-ce pas, pour au revoir là-haut. Donc je suis très heureux qu'il me remplace à partir d'aujourd'hui même, c'est très bien. Donc c'est le nouveau prix Goncourt 2013. Bon, et le Sermon sur la chute de Rome est un roman fort, qui est vraiment fort, qui parle de la Corse, qui est votre terre natale. Et c'est un roman avec une toile de fond qui est donc celle de cette île-là, qu'on retrouve dans plusieurs de vos ouvrages. Vous êtes tellement imprégné par votre terre natale. Oui, je pense qu'il y a... la Corse est présente dans tous mes romans et je crois qu'il y a deux raisons à ça.
La première qui est très simple, c'est qu'on écrit plus facilement à partir des choses qu'on connaît bien. Justement. Et moi, c'est le morceau de monde que je connais le mieux et le plus profondément. Et sans doute que la deuxième raison, c'est que j'ai toujours trouvé que c'était un territoire intéressant pour les fictions, à cause de son histoire, de ses particularités culturelles, du fait que ce soit maintenant une région extrêmement touristique qui en fait une terre de contradiction. Voilà. De contradiction, c'est ça. Et le livre est dédié à votre grand-oncle. Pourquoi lui? Parce qu'il y a un des fils narratifs du livre qui part de 1919 pour arriver aux années 2000. Et mon grand-oncle est né en 1919. Et pour tout ce qui concerne ses souvenirs d'enfance, d'après la guerre de 14, la description du désert de pauvreté qu'était la Corse jusque dans les années 50, je lui suis redevable de tous ses souvenirs et c'était juste que ce soit lui qui soit le dédicataire du livre. Et on sent que le personnage du roman est sans cesse tiraillé. Est-ce que vous l'êtes aussi dans la vie? Vous êtes tiraillé? Est-ce que je suis tiraillé? Non, moins que mes personnages de roman. Ça fait plaisir, hein, parce Oui. que c'est pas évident, vos personnages. En fait, c'est un style que vous avez qui est très beau, sûrement. Vous êtes lauréat du prix Goncourt, mais qui est aussi très cousu. On a l'impression que chaque phrase est vraiment bien travaillée. C'est un style qui va à un roman particulier ou qui est votre style à vous tout le temps? Bon, déjà, je pense que essayer de travailler un peu ses phrases quand on écrit des romans, ça fait partie du minimum qu'on peut exiger d'un romancier. Et ce qui est un style pour un romancier, c'est très difficile à décrire parce que c'est en même temps le fruit d'un travail, mais on ne travaille pas sur quelque chose qui nous est complètement étranger. On a un donné, des choses qu'on peut faire et on essaye de les améliorer. Et donc je suppose, parce qu'on n'est jamais un lecteur extérieur de ces romans, et j'espère aussi que j'ai écrit 7 romans et qu'on doit reconnaître que ça a été écrit par la même personne. Enfin, j'espère. Oui, 7 romans pour lesquels vous avez eu pas mal de prix. On va y revenir dans quelques instants. Vous dites, dans cet ouvrage, il y a 2 mondes, peut-être une infinité d'autres, mais pour lui, seulement 2. Et pour vous, combien de mondes avez-vous? Oh là, bon, maintenant ça commence à... Il commence à y en avoir un peu plus que 2 parce que j'ai quand même beaucoup voyagé, beaucoup connu de pays dans lesquels j'étais amené à travailler comme professeur. Et là, le nombre de mondes est en train de s'accroître dangereusement pour moi, mais j'aime bien ça. Mais la Corse reste le centre du monde pour vous? Mon port d'attache. Mais c'est bien d'avoir un port d'attache pour voir le monde. Justement. Et vous dites... C'est pas au Liban que je vais apprendre une chose pareille. Justement. Et vous dites dans l'ouvrage une phrase que j'ai beaucoup aimée. Rien ne s'était passé, les années coulaient comme du sable, et rien ne se passait encore. Et ce rien étendait sur toute chose la puissance de son règne aveugle. C'est une très belle description. On sent que le rien est personnifié, personnalisé, on le sent devant nous. Et cette image-là, elle peut être très belle, mais elle ne s'applique sûrement pas à vous, parce que vous en avez fait des choses. Oui, elle s'applique à l'état de la Corse après la guerre de 14-18 où le monde ancien, rural et traditionnel a été détruit et où rien ne vient le remplacer. Et comme nous voyons maintenant autour de nous, nous avons la première dame de France qui se balade dans les couloirs du salon à l'heure même que nous parlons et juste à côté de notre plateau de la MTV en direct du Biel. Ça fait plaisir de voir du monde dans les couloirs, combien la culture peut rassembler et unir, n'est-ce pas, de différentes nationalités. Bon, donc je disais que vous en avez eu des prix. Vous avez eu le prix Roman France Télé pour Où j'ai passé mon âme, également le prix Initial, le prix Larbeau, le prix Goncourt. Vous avez à peine 45 ans. C'est quoi le prochain ouvrage et le prochain prix que vous convoitez, Monsieur Ferrari? D'abord, j'ai jamais convoité de prix. Ensuite, heureusement que je ne les ai pas convoités parce que c'est vrai que j'ai eu des prix, mais ils sont venus assez tard, juste pour le roman précédent, le Sermon sur la chute de Rome. Avant, j'avais quasiment jamais eu de prix et je pense pas que ça doit être une obsession pour un romancier. Et puis, en quelque sorte, le fait d'avoir eu le Goncourt, moi, me libère pour toujours parce que maintenant... je sais que j'aurai plus de grands prix et ne savoir que j'aurai pas à repasser par les attentes et les petites... Donc vous avez fait ça, voilà. Donc là on peut faire autre chose, quoi. Mais je peux écrire des romans, c'est exactement ce que je veux faire. On les attend. Merci beaucoup, Merci Jérôme Ferrari, pour votre présence avec nous. On est avec vous dans quelques instants, juste après la pause. On a goûté les alcools aujourd'hui. Dans la fureur et le bruit, on se reconnaît. On n'a pas beaucoup vieilli. Un ami m'a donné rendez-vous.
Sharif Majdalani, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur du département de lettres françaises à l'USJ. Vous écrivez, ça on le sait. On va arriver tout de suite à votre dernier roman, Le dernier seigneur de Marsade, qui est donc encore en lice pour le Médicis et le Fémina. Le Renaudot, il vous est passé sous le nez? Hélas. Hélas. Enfin, je suis contente parce que sinon, vous n'auriez pas été là ce soir. Tout à fait, oui. Absolument. Alors, Le dernier seigneur de Marsade est une fresque romanesque qui part de l'histoire d'un notable chrétien, Chakib Rattar, qui règne sur une dernière enclave orthodoxe de Marsade. Il a 5 enfants, Simone sa préférée, Elias qui lui préfère s'engager dans la Révolution, Julie et Raya qui ont épousé 2 idiots, et Michel l'aîné, je vous cite, que l'entreprise familiale n'intéresse nullement. Alors, Le dernier seigneur de Marsade, grandeur ou décadence? Oui, certainement, grandeur et décadence, c'est évident. Parce que là, toute la première partie du livre, c'est l'histoire d'une famille qui vit dans la splendeur de la notabilité, de la puissance politique et financière, mais qui sent arriver, enfin le personnage principal sent arriver le grand moment des changements, et qui arrive petit à petit, progressivement, en 1958, en 1972, et puis en 1975 avec le déclenchement de la guerre. Mais la caractéristique principale de ce personnage est qu'il refuse de voir les changements. D'où la décadence qui commence, évidemment. Ce roman, Sharif, est-il pour vous un devoir de mémoire, un hommage, un retour aux sources ou un grand coup de nostalgie? Peut-être pas la nostalgie, mais tout le reste, oui. Tout le reste. Nostalgique, on peut être difficilement nostalgique de périodes d'opulence annonçant la guerre, et puis de notabilité finalement un peu calamiteuse dans l'histoire du pays. Cela dit, effectivement, un devoir de mémoire et aussi une fascination pour ces gens qui ont pendant une période régné sur des quartiers de la ville. Nostalgie, quand je dis nostalgie, peut-être par rapport à des personnages qui sont de moins en moins sur la scène. Certainement, une fascination et, d'accord, nostalgie pris comme ça, oui. Ouais. J'ai eu envie de raconter l'histoire de ces personnalités très romanesques en fait. Les grands notables de Beyrouth qui gouvernaient finalement des quartiers entiers appuyés sur des abadaïs. Et qui en même temps, évidemment, avait une clientèle politique, une clientèle sociale, dont la vie et la disparition aussi m'a toujours fasciné, qui ressemble beaucoup à celle que l'on rencontre dans les grands romans de l'histoire de la littérature. Et j'en ai trouvé des exemples dans l'histoire du Liban, et l'un d'entre eux, c'est celui dont j'ai raconté l'histoire. Alors, on va arriver un tout petit peu à l'histoire. Simone va s'enfuir avec Hamid, fils de son régisseur, Abdallah Shahid, et sorte de fils adoptif pour Chakib. Une histoire d'amour dont on devine assez vite qu'elle sera incestueuse si elle se poursuit. Alors, au début du livre, on se retrouve un peu fasciné par cette histoire d'amour impossible qui passe assez vite à l'arrière-plan pour mettre en relief le propos principal, la transmission d'un patrimoine, seul garant d'une certaine continuité et unique témoin dans ce cas de toute une histoire. Écoutez, oui, d'abord, le fait que la première histoire sur laquelle, évidemment, j'ai mis les lecteurs sur une sorte de fausse piste, ce n'était pas une vraie fausse piste puisqu'on la retrouve à la fin de l'histoire, mais elle passe au deuxième plan pour que arrive en avant-plan l'histoire du personnage principal, qui est en même temps l'histoire d'un quartier, parce qu'effectivement, ce roman raconte l'histoire d'un quartier... Pour ne pas dire l'histoire d'un pays. Oui, bien entendu, emblématique de l'histoire du pays. Ce quartier est un quartier inspiré des quartiers occidentaux de la ville de Beyrouth, dans lesquels la majorité de la population était de communautés chrétiennes. Et petit à petit a cédé la place aux communautés musulmanes, avec la guerre notamment. Et donc c'est effectivement l'histoire de cette histoire-là qui va transparaître et petit à petit devenir l'histoire fondamentale, avec la résistance du patriarche, donc, qui ne veut pas céder la place, qui ne veut pas céder son pouvoir et qui refuse les changements. Un des principaux changements étant précisément la transformation de la géographie humaine de la ville de Beyrouth. Alors vont débarquer au fur et à mesure des personnages divers, parmi lesquels les autres enfants de Chakib, sa femme Evelyne, Lamia, la femme de Abdallah, présumée maîtresse de Chakib, et tous ces nouveaux partis politiques qui petit à petit vont entraîner le pays à sa perte. Ce n'est pas un livre sur la guerre, mais sur une mutation des valeurs, en partie due à la guerre surtout. Ah, c'est très bien, je suis content que vous disiez ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout un roman sur la guerre. Parce que la guerre arrive forcément, comme elle est arrivée dans le pays. Mais j'ai raconté l'histoire du Liban à travers l'histoire d'une famille et de cette espèce d'obstination d'un père à chercher un fils qui puisse lui succéder et du coup qui puisse aussi gérer un patrimoine qui serait aussi emblématique du quartier et du Liban. Et du coup, l'histoire de la famille, cette histoire de famille va rencontrer la grande histoire, ce que j'ai toujours fait dans mes livres. J'aime bien raconter l'intime qui à un moment donné rencontre la grande histoire. C'est ce que j'ai fait ici aussi. Alors, évidemment, ce roman, comme vous venez de le dire, c'est la quête du fils par le père, un roman sur le pouvoir, l'absence, l'héritage d'une vie. Quel est le thème qui vous tient le plus à cœur quand vous les regardez tous et vous les glanez un petit peu? Tous me tiennent à cœur. Et évidemment, la question de l'héritage, du patrimoine qui ne se transmet ou ne se transmet plus, m'intéresse beaucoup. Mais c'est vraiment l'histoire de famille.
et qui rencontre la grande histoire et la grande histoire qui ruine les vies intimes. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus et qu'on retrouve dans la plupart de mes livres en fait. Alors le dernier seigneur de Marsat, c'est aussi la fierté d'un homme, la fierté communautaire, la fierté nationale, voire la vanité tout court parfois, qui mèneront au sacrifice ultime. Oui, je ne sais pas, la vanité nationale, ça je ne suis pas très sûr. J'ai pas dit vanité nationale, mais vanité tout court. Parce qu'enfin, ou même la fierté nationale, je pense qu'effectivement c'est une fierté communautaire, un attachement à la communauté, aux valeurs traditionnelles, aux valeurs d'un quartier, aux valeurs surtout d'un nom et de la famille. Mais moi je pense que ces grands notables qui ont gouverné le pays avaient surtout essentiellement comme principal souci de sauvegarder leur pouvoir, leur puissance et leur fortune. Que parfois ils plaquaient sur l'histoire du Liban et en faisaient le modèle donc leur résistance devenait la résistance d'un pays. Mais je pense qu'essentiellement c'était de grands égoïstes et leur disparition, c'est la disparition de gros égos. En fait. Mais justement, vous le narrateur, vous vous positionnez un peu comme celui qui est censé haïr Shakib, qui a détruit votre famille, et vous avez quand même du mal à décourager l'empathie du lecteur. Mais je suis très content parce que c'est effectivement la position du narrateur. Le narrateur n'arrête pas de dire ce sont des gens que je n'aime pas. Et il me fascine quand même. Et c'était un petit peu j'ai intériorisé la vision de mon père, en fait, qui m'a toujours parlé de ces gens qu'il a fréquentés, que j'ai connus par son intermédiaire, pour lesquels il était fasciné et qu'en même temps, il voyait très bien leurs défauts et d'une certaine manière, il les exécrait. Et donc, le narrateur est dans cette posture, mais il est normal que l'empathie se fasse, parce que d'abord, il y a une marche vers l'héroïsme du personnage principal, en fait. Il a beau être désagréable et finalement égoïste, il marche vers l'héroïsme seul. Et ça, si l'empathie ne fonctionne pas, c'est que le roman n'a pas fonctionné. Et si on dit ça a fonctionné, c'est que je suis content. Sharif Majdalani, merci d'être passé nous voir et surtout bonne chance pour la suite du programme. Merci à vous. On croise les doigts. Et pendant que nous parlions, on pouvait voir la première dame qui se baladait un tout petit peu à travers les stands, mais surtout au stand de l'Institut français. Et là, tout de suite, on va retrouver Elsa avec des bâtons. Orient-Occident, la culture numérique fait-elle bouger les lignes? Un titre passionnant pour un débat qui vient d'avoir lieu il y a quelques instants au Salon du Livre francophone. Pour nous en parler, Miled Douaihi, historien et titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques à Laval à Québec. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Henri Laurence, historien et auteur d'ouvrages de référence sur le monde arabe. Je vais commencer par vous, Monsieur Douaihi. Peut-on vraiment parler d'une culture du numérique? À mon avis, il faut en parler parce qu'on voit très bien que ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique a modifié de manière assez importante notre rapport avec nous-mêmes, avec notre héritage et surtout avec notre environnement. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut parler de culture numérique. Au-delà de là, on peut effectivement après discuter tout ce qui est de la sociabilité numérique et ce qu'elle a permis de faire depuis quelques années. On peut dire que vous êtes un expert en ce domaine puisque tous vos ouvrages parlent de ça. Le dernier, celui-ci, Qu'est-ce que le numérique, que vous le signez là au Salon du Livre. Et cet ouvrage-là est un ouvrage de référence. Pourquoi ? Je ne sais pas s'il est ouvrage de référence. En tout cas, j'ai essayé de réfléchir, de penser ce que c'est que le numérique, parce que c'est un mot qu'on utilise assez souvent. Et parfois, il y a des déplacements entre informatique, numérique, côté technique, côté socio-culturel. Il m'a semblé important d'essayer de préciser un petit peu, pas une définition finale, mais néanmoins d'essayer de penser et réfléchir ce que c'est que le numérique. Vous parliez de socio-culturel. Je m'adresse maintenant à Monsieur Laurence. Vous qui êtes historien, comment fait écho en vous cette culture numérique ? Je l'ai vécu tout simplement puisque je suis un brontosaure né avant l'âge numérique et depuis 30 ans j'en accompagne toutes les étapes et j'ai vu comment mon métier s'est absolument transformé. Aujourd'hui je peux être dans un petit village de France ou quelque part dans le monde grâce au numérique. J'ai des ressources d'information que je n'avais pas à Paris avec ces grandes bibliothèques. Il y a 30-35 ans. Et il y a aussi cette idée de l'invasion de l'image partout à travers le numérique. À quel point le numérique fausse l'authentique? Parce que ces images, elles ne sont pas vraies, elles sont virtuelles parce qu'elles passent à travers le numérique. Est-ce qu'il y a ce sens de message faussé? Est-ce que l'authentique n'est plus là à travers le numérique?
Oh non, l'image a toujours été faussée. Vous savez, dans l'histoire de l'Union soviétique, à faire à mesure qu'il y avait des purges, on enlevait des photos officielles du passé. Les personnages, ce qui faisait que les soviétiques disaient en blaguant, du passé on n'est pas sûr, mais de l'avenir oui. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi je crois que c'est une mauvaise problématique à mon avis d'accuser que le numérique permet ce qui est faux, ça c'est libre circulation quand même. Il faut respecter à mon avis l'intelligence des utilisateurs et leur manière de distinguer entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Mais finalement, on ne peut plus se passer de numérique, c'est ça. C'est quelque chose avec lequel il faut vivre, c'est une chose avec laquelle il faut vivre. Et finalement, dans quelques instants, il y aura autre chose. À votre avis, ça sera quoi? Ça, j'en sais rien, mais moi, ce que je crois qu'on est en train de vivre une très importante mutation dans notre manière de vivre. Et pendant la première époque, comme Henri vient de le dire, de 30 ans, on a vécu comment le numérique s'est fait, mais aujourd'hui c'est le monde qui devient numérique. C'est les interfaces, ça va être le tissu, ce qu'on habille, toutes les surfaces vont être numériques et intelligentes, ce qu'on appelle la ville intelligente, l'intelligence ambiante, ça c'est complètement en train d'arriver. Et Monsieur Laurence, pour terminer, est-ce qu'en Orient, on vit différemment le numérique qu'en Occident? Non, je crois que justement, l'Orient, les mondes orientaux sont même probablement plus dans le numérique que les vieilles civilisations de l'écrit de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Et nous pouvons, grâce au numérique, vivre en simultanéité sur plusieurs continents à la fois. Merci beaucoup pour votre intervention avec nous. J'invite également les lecteurs et les téléspectateurs à lire donc Histoire orientale, cet ouvrage que vous signez également aujourd'hui. 2 ouvrages importants. Et merci beaucoup de votre présence sur notre plateau. Merci. C'est ainsi, chers téléspectateurs, que notre émission prend fin ce soir. Merci de votre attention. On se retrouve demain à la même heure. On a grandi, on a goûté